Nous arrivons à la dernière conférence et j'invite Dr Ziad Mo'tamri pour nous parler donc des technologies connectées dans l'asthme et de ses applications pratiques. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Pour cette opportunité de vous présenter cette petite conférence sur les technologies connectées et l'asthme. Alors pour commencer, qui n'a pas un truc comme ça dans sa poche? On en a tous, un téléphone portable qui est en train de nous espionner au quotidien. Qui n'a pas eu l'expérience de parler de vouloir manger un fondant au chocolat et dès qu'il ouvre le réseau social, l'un de ces réseaux sociaux, il trouve en première page, dès qu'il ouvre, une publicité pour une pâtisserie qui se trouve directement d'ailleurs sur leur chemin de retour à la maison. Et au fait, il y a un micro, il y a une caméra, il y a un accéléromètre, il y a plein de paramètres qui sont enregistrés en continu sur notre téléphone et donc on a un espion dans notre poche. Pire que ça, on a parfois des montres connectées, des bacs connectés, et au fait, on est surveillé, épié 24 heures sur 24 heures avec ces objets connectés. Où on va, quoi qu'on dise, quoi qu'on parle, ça détermine nos émotions, l'état de stress, notre joie, notre couleur, on est tout le temps épié en continu. Alors pourquoi ne pas en profiter pour l'intérêt de la science et avancer avec ça? Alors en fait, on se retrouve entouré par une toile au quotidien, on le sait, on est conscient, mais on fait avec et on vit avec. L'intérêt pour ça dans la médecine ne s'est pas arrêté, ça a monté de façon croissante, constante, les publications se sont multipliées, et en fait, ces données que nos appareils connectés collectent, c'est la base de l'intelligence artificielle, parce qu'elle est nourrie avec toutes ces informations qui sont recueillies de chez tout le monde, de monsieur tout le monde. Et donc, on va avoir des informations de base, on va avoir des informations sur les sujets malades, une information sur les gens et leurs habitudes, et bien sûr, tout ça, ça va dans toutes les publications et dans tous les travaux qu'on est en train de préparer et de présenter aux gens. La pneumologie n'est pas au reste, donc elle est également concernée par ça, l'asthme plus particulièrement, même si ce n'est pas la première pathologie. Donc il y a plein de publications sur ça, principalement dans la radiologie, la cardiologie, l'endocrino. Ils ont énormément travaillé sur le diabète avec les technologies connectées pour suivre le diabète chez les patients et les tout-petits. Et en pneumologie, là également, quand on regarde là, elle est pas très bien placée comme spécialité, mais c'est principalement les pathologies du sommeil. Et je peux de là aujourd'hui prédire que les polygraphies simples disparaîtront de nos pratiques probablement parce que c'est en train de se perfectionner au niveau des smartphones et de ces capteurs-là, que probablement on devra intervenir en réalisant des polysomnographies, des trucs beaucoup plus de pointe que la simple polygraphie. Parce que simplement c'est en train de se perfectionner et c'est en train de se rapprocher de la réalité de plus en plus. Alors qu'en est-il de l'asthme? Je vais vous présenter dans cette présentation quelques papiers que je vous encourage à lire et à voir pour connaître un peu ce qui se passe. Aborder 3 sujets par rapport à l'asthme: le diagnostic de la maladie, le suivi et le volet thérapeutique, et puis vous montrer quelques études pour savoir est-ce que ça marche ou pas et quelques exemples que j'ai eu du mal à choisir. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais parce qu'il y a énormément d'applications, et donc j'ai dû choisir quelques-unes pour pouvoir vous les présenter. Alors un de ces papiers qui ont été publiés, c'est le rôle de la santé digital health, donc la santé digitale, dans la prise en charge de l'asthme. Et au fait, dans ce papier, il ressort toutes les applications, les plus importantes des applications et les principaux objectifs qu'on va retrouver, ceux que j'ai nommés. L'adhérence principalement, c'est le premier point sur lequel on a travaillé avec les objets connectés. Sur les techniques d'inhalation également, ça nous pose énormément de problèmes avec nos patients, donc la technologie est venue pour nous aider et pour nous faciliter le travail, et également pour regarder la sévérité de la pathologie du patient et puis pour pouvoir améliorer notre communication avec du patient. Là, il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber également, bien sûr, dans la communication notamment, il ne faut pas perdre ce contact humain qui est très intéressant, qui a tout son rôle avec le patient. Ça s'est également intéressé à plein d'autres événements, notamment l'environnement dans lequel on vit et dans la prédiction d'éventuelles exacerbations dues à la pollution, à conditions atmosphériques, météorologiques et tout autre.
Un autre papier, il s'est intéressé également sur ces technologies et leur impact sur le changement du comportement du patient. Et ça a ressorti plein d'applications, Asthma MD, Kiss My Asthma, plein de publications et d'articles qui ont été revus une à une dans ce papier, je vous le remets, et qui ont été notés sur 10 par rapport à la pertinence, l'adhérence du patient et le degré d'efficacité de ces différentes applications. Et ça explique pour chaque application sur quoi ça se base, donc quels sont les éléments qui ont été utilisés pour étudier ça chez les patients. Autre papier qui a été également publié, c'est celui de l'ERS sur l'European Respiratory Journal. Et au fait, lui, il ressort 4 chapitres intéressants avec les technologies connectées. D'abord pour le dépistage et diagnostic de l'asthme. Ensuite, comment classifier les patients. Et là, il y a une fenêtre à ouvrir dans la classification des patients parce qu'ils exigent que ces technologies passent à un autre niveau en détectant les ondotypes des patients, les phénotypes de patients pour pouvoir nous orienter vers la meilleure thérapie adaptée à chaque patient. La gestion et la surveillance de l'asthme et bien sûr le traitement, le volet thérapeutique qui est important. Et donc là, ils exigent à la conclusion de ce papier-là des ingénieurs et des médecins qui travaillent sur ça de faire un effort supplémentaire sur ce point-là pour pouvoir proposer un traitement vraiment adapté aux patients. Donc pour le premier volet, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du dépistage et du diagnostic. Dans cette revue, il a repris une grande partie des applications qui sont utilisées chez les patients. Je ne vais pas les revoir, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais fin de compte, ça utilise le micro du téléphone, le capteur de mouvement, le capnogramme, parfois des spiromètres connectés au téléphone. Et tout ça, ça a été utilisé dans plusieurs publications, notamment comme, j'ouvre une petite parenthèse, comme cette application, c'est une montre connectée, Condor, et là qui est utilisée pour le syndrome d'apnée de sommeil. C'est pour ça que dans l'introduction, je parlais un peu du syndrome d'apnée de sommeil, de la polygraphie et de la polysomnographie. Chez les patients, chez les tout jeunes, la pandémie Covid nous a poussé à franchir le cap. En fait, il y a eu des applications qui ont été présentées. Ça utilise la caméra, ça utilise le microphone. On le colle aux petits jeunes, aux petits patients, et ça permet de voir s'il y a une anémie ou pas, s'il y a une dyspnée, une pathologie respiratoire, s'il y a un ictère ou pas, et ça permet d'orienter vers certains diagnostics, à défaut de pouvoir consulter le médecin et donc de les orienter. Est-ce qu'il faut aller consulter en urgence et donc prendre le risque de sortir de chez soi pendant la pandémie Covid, ou d'attendre de meilleurs moments du moment qu'il n'y a pas de risque particulier? D'autres applications également qui ont été utilisées, c'est une application, celle-là, qui se basait sur des petits patchs qui ressemblent à ceux qu'on utilise pour l'ECG, à mettre sur certains points cardinaux chez un patient. Et ça, c'est une sorte de capteur de sang appliqué sur ces endroits-là et mixé à l'imagerie du patient. Ça permettait chez ces patients-là d'avoir des diagnostics de pathologies infectieuses et non infectieuses, des pathologies interstitielles, le sang velcro par exemple qu'on avait rattaché à la PID, il le détectait, il pouvait orienter vers ce diagnostic-là, les sibilants également pour dire BPCO et asthme éventuellement. Et donc c'est une des propositions, c'est une des applications qui est en cours de développement et qui est intéressante. Une autre étude très intéressant également, là c'est une étude, c'est un peu invasif chez le patient, mais on leur mettait des capteurs partout sur le corps, un masque facial et tout, pour regarder comment ça se passe. On avait des algorithmes, des résultats, et on a essayé de comparer l'expertise de la machine versus l'expertise d'un panel de pneumologues expérimentés. Et ce qui concerne l'asthme pour la sensibilité, la machine apparemment elle était beaucoup plus performante, elle a permis de diagnostiquer l'asthme, c'est la deuxième ligne, de façon beaucoup plus importante que les pneumologues confirmés. Et par rapport à la valeur prédictive positive, là aussi, la machine était plus performante que les pneumologues pour faire le diagnostic de l'asthme, et pas que l'asthme, chez toutes les autres pathologies. Et quand on détectait qu'un patient était sain, qu'il n'avait pas de problème, ça permettait également de détecter ça. Donc la machine a fait ses preuves, ces appareils connectés ont fait leurs preuves pour le diagnostic. Qu'en est-il du traitement? Pour le traitement, là également, il y a plusieurs applications qui sont utilisées, et ils sont énumérés dans cet article. Vous pouvez les regarder, vous pouvez les chercher sur le web ou sur le Play Store ou le App Store. Vous les trouverez, elles sont disponibles dans la grande majorité de ces applications-là.
Et au fait, pour le traitement, en fait, on a regardé plein d'événements qui se tournaient autour du patient, des particularités du patient, et on s'est intéressé au traitement et au suivi pour savoir s'il était bien contrôlé ou pas. Alors, qu'en est-il du suivi des patients? Là, une autre application également qui détecte des événements et qui se base sur le machine learning, des algorithmes particuliers pour savoir si notre patient a un bon état de santé, s'il est exposé à des risques d'exacerbation ou pas. Et donc, c'est une sorte de capteur, une montre connectée que le jeune porte. Ça a un oxymètre de pouls, donc ça permet de détecter le pouls, un capteur d'oxygène, un capteur de température, détecteur de fumée, ça détecte la qualité de l'air. Ajouter à ça les prédictions météorologiques, tout ça mixé ensemble, ça permettait de donner des prédictions. Est-ce que ce patient va faire une exacerbation ou pas? Est-ce que sa pathologie est contrôlée ou pas? Et en fait, ce qui est ressorti dans les résultats, alors, des vrais positifs, il y avait 64 cas, de vrais négatifs, 134, un seul cas de faux positifs et un seul cas de faux positifs. La machine arrivait à vraiment détecter et prédire ce qui allait arriver chez notre patient uniquement avec ce capteur. C'est encore là également en cours de développement. Je n'ai pas mis la photo parce que ça allait casser le charme, mais là je vous le dis quand même, la montre était assez volumineuse, assez grosse, et c'était assez gênant pour les tout petits. Mais soyez certains, avec toute la technologie de nanoparticules et tout, ils vont arriver à faire des trucs beaucoup plus fins, et ça va être un truc qui va permettre le suivi des patients de façon plus facile et plus adaptée. Les applications pour le suivi, donc les applications sur la météo, il y en a plein. Sur la météo, vous en avez une basique dans notre téléphone qui est souvent assez correcte, qui nous donne des résultats assez proches de la réalité par rapport au vent, température, pluie et tout. Par rapport au pollen, là également, il y en a qui sont développés. Nous, on n'en a pas encore ça, mais si on s'y met, on y arrivera. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai eu l'occasion de rencontrer des ingénieurs de l'INSAT qui cherchaient à faire des applications justement adaptées à la santé. Et donc, ils sont venus nous voir à l'hôpital. Ils sont très, très intéressants, ces jeunes. Et il va y avoir des applications chez nous. D'ailleurs, je transmettrai l'info, je leur donnerai vos contacts parce que ça permettra de faire plein de choses adaptées à notre réalité tunisienne. Et donc, parmi ces applications, il y en a celle qui vous donne le calendrier pollinique, l'actualité pollinique du jour au jour. Et donc, parfois, on peut prendre, si on est à la technologie Marthe, parfois, une petite bouffée avant de sortir parce qu'on va être exposé à une forte concentration de pollen, ou parfois dans d'autres situations, d'autres applications, avoir des petits conseils par rapport aux patients. Je viens aux plus jeunes, les tout petits. Il y a plusieurs applications également qui sont là pour les petits, pour suivre leur pathologie, pour les éduquer par rapport à leur pathologie, avec d'une façon assez ludique, très intéressante, adaptée à leur âge. Notamment celle-là, Be Your Own Superhero. Et donc, au fait, on présente le patient comme étant un super-héros, une sorte de jeu, des obstacles qu'il va rencontrer dans son quotidien, les moyens de lutter contre ça, et parmi les moyens, c'est le traitement. Donc, il va choisir son traitement, il va choisir ses ennemis, choose your triggers. Il choisit ses ennemis, ses moyens de lutter contre ça, et au fait, il applique sa réalité du quotidien dans ce petit jeu. Et donc son spray devient son allié, son arme secrète vis-à-vis à ses ennemis qu'il rencontre. Et cette application, il peut avoir 5 minutes de jeu le matin, 5 minutes le soir, en utilisant en même temps son traitement de fond. Et ça le permet d'améliorer l'adhérence et d'être beaucoup plus attaché à sa maladie sans être vraiment stressé par ce qui se passe. Il y a d'autres applications, là aussi, With the Pets. C'est une application qui est faite de petites vidéos toutes courtes et d'un jeu également. Et là aussi, on encourage l'enfant à utiliser son traitement de fond, de le faire de façon correcte, comment le faire, et avec des petits bonus, des petits niveaux dans un jeu qui s'ouvre. À chaque fois qu'il utilise son traitement correctement, il a un niveau supplémentaire qui s'ouvre. Ça lui permet de jouer avec ce jeu. Et donc, de façon ludique, en jouant, on leur apprend comment évoluer. D'autres techniques, mais on revient aux adultes, sur comment surveiller nos patients et comment suivre leur pathologie. Et donc, on s'est, dans cette étude-là, par exemple, intéressé à des patients asthmatiques. On leur a donné un petit Smart Peak Flow Meter, un tout petit qui se connecte par Bluetooth au téléphone.
une montre Xiaomi la plus basique possible et le Finder qui est une technologie qui permet de suivre l'utilisation des inhalateurs et on a pu suivre l'évolution de la maladie, l'utilisation du traitement de fond, l'état du patient, rythme cardiaque, saturation en oxygène et tout, simplement en utilisant ces 3 appareils-là. Et notamment, par exemple, le Finder, je vais vous mettre une vidéo explicative qui est sur le site. En fait, c'est un petit gadget tout petit qu'on achète. On crée un compte, on se connecte, on donne ça à notre médecin. Donc notre médecin reçoit l'information instantanée par rapport à son patient, s'il est en train d'utiliser son traitement de façon correcte ou pas, et s'il est en train de l'utiliser de façon correcte ou pas, et de façon donc ponctuelle, au moment qu'il faut, à la dose qu'il faut. Et l'information arrive au médecin de façon instantanée. Il peut entrer en contact avec le patient pour l'informer. Vous n'êtes pas en train d'utiliser correctement votre médicament, votre saturation baisse parfois, votre rythme cardiaque est un peu élevé. Si on programme une consultation pour voir ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Le dernier volet, c'est le volet traitement. Et en fait, dans le volet traitement, c'est des capteurs qui sont adaptés, comme celui du Finder, qui sont adaptés à tout type de dispositif, qui donnent des informations immédiates. Par exemple, pour les sprays, on a des capteurs à ultrasons pour détecter l'actionnement, si on a bien actionné ou pas, des accéléromètres pour voir l'agitation, si on agite le flacon bien ou pas avant l'utilisation, et un capteur de débit d'air. Donc si le patient fait un débit inspiratoire correct, il va avoir sa dose totalement. Par contre, si le débit n'est pas vraiment adapté, il y a une alerte qui sort dans la machine, ça peut sonner, vous n'avez pas bien pris votre médicament, il faut recommencer, et il y a une information là également qui est transmise au médecin traitant. Il y a d'autres études également. Il y en a une autre qui s'est se baser sur une chambre d'inhalation connectée là également. Donc le patient, il connecte son dispositif, il utilise la chambre d'inhalation et l'information est transmise au médecin immédiatement pour savoir s'il a bien utilisé et s'il a fait ça correctement ou pas. On a une sorte de courbe qui ressort. Là, par exemple, le patient, par rapport à la persistance, il a utilisé son traitement dans 91% du temps et à 99% des fois, la technique était adaptée, donc on peut être rassuré. Ça nous donne également jour par jour l'utilisation. En vert, c'est le traitement de fond et en rouge, l'utilisation du traitement de secours. Ce qui est en vert également pour les colonnes, c'est les jours où l'objectif est atteint. Ce qui est en blanc, c'est parce qu'on est hors de notre objectif, soit par la technique, soit parce qu'on a manqué une dose. Et ce qui est en jaune, le patient là, il n'a rien raté, c'est quand on est en zone de danger. On est en train d'accumuler les erreurs et là, il y a une alerte qui arrive au médecin, des alertes sur les différents types d'erreurs faites par le patient. Donc, il a des informations immédiates, instantanées sur son patient. Ça nous permet de mieux communiquer avec et de mieux adapter son traitement. Ça a été également utilisé dans pour plusieurs autres études, notamment une en Italie avec l'inhalateur. Et donc là, ça a un autre truc intéressant, ça envoie des messages de motivation au patient. Le matin, il se réveille, il a un petit SMS sur son téléphone pour lui dire, genre, allez, riez plus fort, dansez plus fort, courez plus vite, maîtrisez votre asthme, des petits messages de motivation. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, ça dépend des gens, mais en tout cas, ça avait donné de bons résultats sur l'étude qui a été publiée. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ces techniques-là sont intéressantes par rapport à nos patients? Alors, il y a une étude française, Panam, qui s'est intéressée, vous l'avez sûrement vu dans les publications, pour comparer l'utilisation de l'Internet avec un plan d'action sur papier, pour savoir si ça marche ou pas. Et le résultat a été négatif. On avait trouvé que les patients préféraient les papiers. On a vu un bel exemple cet après-midi sur l'utilisation du papier. Et une critique par rapport à cette étude, une critique très très importante, c'est que d'abord l'application, c'était pas sur un smartphone, mais sur un ordinateur. J'imagine mal quelqu'un avoir une crise d'asthme, aller ouvrir son ordinateur, attendre que le Windows démarre pour ouvrir l'application et pour voir ce qu'il faut faire. C'est un gros défaut dans l'application. Parmi les causes de non-utilisation, l'oubli du mot de passe. Parce qu'il y avait un mot de passe dans l'application également, donc ça rendait les choses beaucoup plus difficiles, alors qu'en papier, on le tire et on le regarde. Autre critique également, c'était deux populations, 6 à 12 et 18 à 60 ans. La population des sujets âgés était beaucoup plus importante, alors qu'on sait que les jeunes actuellement sont beaucoup plus connectés que nous et sont plus adaptés à ce type de technologie connectée.
Et donc cette étude était une étude négative. Par contre, sur la Cochrane, il y a une méta-analyse qui a regardé tout ça de plus près. Et il était évident sur la courbe qu'on a... le pointeur ne marche pas, mais bon, le petit losange en bas, la méta-analyse était positive. Tout ce qui est digital donnait de meilleurs résultats. C'était donc les devices, donc les appareils connectés, où c'était nettement à l'avantage des appareils connectés pour le contrôle de la maladie. Et pour la consultation aux urgences, là également, tout ce qui est digital intervention, tout ce qui est intervention électronique était meilleur et on avait moins de recours aux urgences et moins d'exacerbations avec ces patients. Alors pour conclure, technologie connectée pour suivre, prendre en charge les patients asthmatiques, oui ou pas? Je dirais un grand oui et un petit mais, parce qu'il y a énormément de positifs dans tout ça, mais à des risques. On peut trouver de tout sur ces applications-là. Il faudrait qu'il y ait toujours le contrôle du médecin sur ça, le contrôle des gens de la santé sur ça. On peut devenir rapidement esclave de nos smartphones et des applications connectées. On l'est presque tous. On peut oublier les clés de la maison, mais pas son téléphone. Et on peut être hyper connecté tout le temps, plus de répit, à tout moment sur notre téléphone. Et c'est pas très très intéressant. On peut perdre un peu le contact humain et donc être un peu à distance de la réalité, de ce qui se passe correctement entre patients et la réalité, le contact humain entre patients et médecins. Mais si c'est bien fait avec des professionnels de la santé, en collaboration avec les ingénieurs, et si le patient est vraiment le centre du projet, si on fait ça adapté au patient, les différentes catégories, l'âge, les conditions socio-économiques et tout, c'est un excellent élément pour pouvoir avancer vers un contrôle de la maladie, vers une rémission de la maladie. Et l'adoption est là, en fait, d'adopter cette technologie est là, elle est présente. On a juste qu'à bien orienter les choses pour bien faire les choses. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Mouattamri, pour cette présentation qui est vraiment futuriste. Et j'invite la salle à quelques interventions ou quelques questions, surtout parmi les jeunes, je pense. Les jeunes, Kharjou. Les jeunes, à part ceux de service de Kharjou. Agnès. Merci. C'est juste une question par rapport à la durée de l'efficacité. Parce que le problème, c'est la technologie, c'est très bien, mais les gens se lassent des applications. Et il semblerait, surtout sur les jeunes, les petites applications pour les enfants, tout ça, au bout d'un certain temps, ils connaissent. Et donc, ils ne veulent plus y jouer. Est-ce que ça a été tenu en compte dans les méta-analyses qui disent que ça fonctionne? Au fait, non. Aucune des études ne s'est intéressée parmi celles de la méta-analyse, sur le très long cours. C'est vrai que c'est assez ponctuel et il y a ce côté lassitude, il s'ennuie. Alors je pense que ça offre une solution ponctuelle. Ça peut être un truc hybride où le médecin prend le relais sur l'application ou changer d'application. Mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison, on se lasse rapidement de ce qui se passe. Il faudra que ça soit un truc interactif, évolutif peut-être avec le patient. Je suis sûr que nos ingénieurs nous feront des trucs qui sont assez révolutionnaires dans ce terme-là pour s'adapter à ce problème que vous avez raison de le soulever. Zied, est-ce que ces applications qui existent, est-ce qu'elles sont payantes? Une bonne partie est gratuite. Très peu sont payants. Ceux du diagnostic, pour mettre le diagnostic, comme la Condor, par exemple, j'ai montré pour le syndrome d'Alzheimer, elle est payante. Mais toutes les autres applications pour le suivi des patients et l'utilisation du médicament et tout sont gratuites. Un petit bémol, une bonne partie là également n'est pas disponible en Tunisie. Donc quand tu veux télécharger l'application à Satomé, cette application n'est pas disponible dans votre pays. On peut utiliser des IP, des trucs. Oui, des VPN pour changer de localisation, mais c'est un autre process. Mais malheureusement, ce n'est pas encore disponible. On fera les nôtres. Il y a la possibilité de faire ça en Tunisie. On a les moyens de faire ça. Et ça va arriver. D'autres interventions? D'autres questions?
Merci beaucoup, Dr Mo'tamri. Vous me permettez une petite réflexion Bien de sûr. 15 secondes. Au fait, j'ai été contacté il n'y a pas longtemps par une start-up suédoise sur une application Dr Pocket. C'est un petit capteur pour le doigt, un petit spiromètre portatif et un capteur de saturation pour le suivi des patients BPCO avec les comorbidités cardiaques. Ils sont intéressés pour travailler en Tunisie. Je les ai tous transférés sur Zuhair. Or, si les services qui sont là ou autres qui sont intéressés pour travailler avec cette start-up, pour cette application, ils veulent travailler en Tunisie, Zuhair vous donnera toutes les informations sur ça. Peut-être qu'on développera quelque chose d'intéressant, nous, avec ça. Merci. Merci.